Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le village d'Abouakakro, dans le département de Guékanou. Il est allé s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition et de sites de déguerpissement d'orpailleurs qui sévissent dans la localité. Dans le domaine agricole, nous verrons comment la production de cacao se modernise avec 3 inventions dans la production, la serpette, le cacao beach et le séchoir à serre. La communauté internationale se mobilise pour aider les pays en proie au virus Ebola. La Sierra Leone, l'un des 3 pays touchés, va recevoir des experts de l'ONU pour le ramassage des corps après le confinement des populations. 142 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président au Brésil. En plus de leur président, ces électeurs ont élu leurs parlementaires et leurs gouverneurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RT1. Tout d'abord, cette information. Le président de la République entame ce lundi une visite officielle de 4 jours en Corée du Sud à l'invitation de son Excellence Madame Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. La visite s'achève le 9 octobre prochain. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays liés par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue coréen sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Ils procéderont à la signature d'importants accords dans les domaines économiques et social. L'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire a fait un bilan de la coopération ivoiro-coréenne. Il a également parlé des enjeux de la visite que le président Ouattara entame donc à partir de demain dans le pays, c'est-à-dire la Corée du Sud. L'ambassadeur coréen était au micro de David Mobio. Nous vous proposons juste un extrait de l'entretien. Les relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961, c'est-à-dire juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle a été le premier pays en Afrique avec lequel la Corée a établi des relations diplomatiques, de sorte qu'elle est devenue l'amie la plus intime de la Corée. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, effectuera une visite en République de Corée du 6 au 9 octobre 2014. Je crois que cette visite a une grande signification parce que c'est la première visite officielle qui réunira les présidents des 2 pays après plus de 50 années de relations diplomatiques. À travers cette visite, les 2 présidents vont réaffirmer à travers cette rencontre que nous sommes des partenaires avec de grandes potentialités de coopération dans divers domaines. Et il y aura des concertations sur la coopération pratique dans chaque domaine, c'est-à-dire dans les affaires politiques, les échanges économiques, les projets de développement. Le président de la République entame donc sa visite demain lundi. Mais avant, faisons un peu de tourisme en compagnie de notre envoyé spécial sur place, Habiba Dambélé Saoué. Elle nous conduit dans la mégapole de Séoul où cohabitent tradition et modernisme. Pour nous en rendre compte, faisons escale au quartier des artistes et au village Hanok avec ses maisons traditionnelles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le vieux Séoul, vous pouvez admirer le quartier des Hanok et ses authentiques maisons traditionnelles encore habitées de nos jours. Ces maisons ont gardé leur architecture traditionnelle originale. Dans ces belles demeures étaient logés les aristocrates et les officiers haut gradés à l'époque de la dynastie Joseon, constituée entre 1392 et 1897. Dans ce petit village traditionnel, on peut admirer le contraste entre le Séoul moderne et ses gratte-ciel et l'ancien Séoul appelé Anyang. Après le village Hanok, direction Imsangdong, haut lieu de savoir-faire millénaire, quartier de galeries et boutiques spécialisées dans l'artisanat coréen, notamment la calligraphie et la peinture. Au lieu de la culture traditionnelle coréenne, les rues de Imsangdong s'étendent sur 700 mètres. Sous le règne de la dynastie Joseon, on apprenait la peinture dans ces ateliers, appelés ici Do-Wawon. On termine cette promenade dans le Séoul touristique et ses nombreux spectacles traditionnels hauts en couleur, très appréciés des Coréens et des touristes. Les rues regorgent de boutiques de souvenirs et des shops de marchands de bijoux authentiques et divers articles made in Korea à des prix très intéressants. La Corée, un pays à la fois moderne et fidèle à ses traditions millénaires. Ce dosage savant fait de cet État un pays où il fait bon vivre. C'est tout cela
qui contribuent à la réalisation du miracle du fleuve Han. Voilà, je rappelle que la visite officielle du président de la République en Corée du Sud débute demain lundi jusqu'au 9 octobre prochain. La Côte d'Ivoire entretient également de bonnes relations diplomatiques avec l'Allemagne. Le pays vient de commémorer sa fête nationale, le 24e anniversaire de la réunification de la République démocratique d'Allemagne et la République fédérale d'Allemagne. Les jeunes, toutes tendances confondues, ont été conviés à un déjeuner ce dimanche, au lendemain de la fête de la Tabaski. C'est un déjeuner offert par le chef de l'État, représenté par des membres du gouvernement. Le président ivoirien a voulu ainsi démontrer son attachement à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement et les hauts cadres de l'administration présents ont communié avec la jeunesse, leur partageant les valeurs de paix et d'unité. Serge Gongomen pour le reportage. L'ensemble des coalitions de jeunesse de Côte d'Ivoire a répondu présent à ce déjeuner offert par le chef de l'État Alassane Ouattara à la faveur de la Tabaski. Une volonté du président de la République de rassembler les jeunes autour des valeurs d'unité et de cohésion sociale. Ce qui est important, c'est que toute la jeunesse ivoirienne, dans sa diversité, a pu se réunir aujourd'hui, partager un repas. Et nous allons multiplier ce genre de cadre pour que le manque de communication, les distances entre nous ne puissent plus être des facteurs de conflit entre nous. Des membres du gouvernement et des hauts cadres ont pris part à ce déjeuner. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé, ont exprimé leur satisfaction de voir chacune des coalitions de jeunesse représentées, toutes sensibilités confondues. Ils les ont exhortés au travail et à être surtout dynamiques pour booster le développement en Côte d'Ivoire. C'est un déjeuner qui nous est offert et qui fut l'occasion pour nous d'échanger un petit peu sur divers sujets. C'est une initiative qui est une très bonne initiative car les jeunesses font sur le socle de notre économie qui va participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les jeunes des différents partis politiques se disent heureux de cette initiative du président de la République. Le président qui exerce le pouvoir, mais il n'est pas le président du RDA. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Après la politique, ce n'est pas la guerre. Il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on se parle pour bâtir cette nation. Nous, en tant que jeunesse PDC, nous sommes très heureux de nous retrouver autour d'une même table avec les jeunesses des autres partis politiques. C'est un signal fort au rassemblement, à l'union, parce que la Côte d'Ivoire doit se bâtir dans l'union, dans la fraternité, en transcendant tous les clivages politiques. Ces genres d'occasions doivent se multiplier pour que les jeunes Ivoiriens puissent se retrouver pour échanger. Ce déjeuner nous donne l'opportunité de constater qu'en réalité, les jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes n'avons point de barrière. Nous sommes tous aujourd'hui conscients de l'excellent travail qui est fait au sommet de l'État. Rendez-vous est pris pour d'autres rencontres afin d'affermir la cohésion et l'unité entre les jeunes du pays. Et les militants du PDCI RDA de la région du Guémon sont favorables à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Ils soutiennent l'appel de Daoukro et ces militants l'ont signifié au porte-parole de leur parti, le ministre Adjoumani Kobena Kwasi, en tournée dans les villes de Diokwe, Djiglo et Toulepleu à Boussanogo. Délégués départementaux et secrétaires de section du PDCI RDA des régions de Diokwe, Djiglo et Toulepleu soutiennent la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Et ils l'ont réaffirmé au ministre Adjoumani Kobena Kwasi, porte-parole du PDCI RDA. Par ailleurs, ils ont indiqué qu'ils soutiennent l'appel de Daoukro. À Diokwe, Djiglo et Toulepleu, les délégués du PDCI, les cadres et chefs traditionnels ont tous réaffirmé leur engagement à accompagner le président Alassane Ouattara pour un second mandat en 2015. Toulepleu est uni, en tout cas autour des deux leaders, et pour booster la Côte d'Ivoire de l'avant. La voix du secrétariat exécutif du PDC-RDA est une voix que nous épousons et que le président Bédié peut compter sur Toulepleu, le président Alassane peut compter sur Toulepleu. Tout ce que nous voulons, c'est ce qu'ils ont annoncé. Tout le monde est d'accord sur ce que Bédié a dit. Ils ont chargé le ministre Adjoumani pour dire au président que nous sommes des soldats ici, ils ordonnent et nous allons obéir. Pour le porte-parole du PDCI, le développement de la Côte d'Ivoire est en marche avec le président Alassane Ouattara. Si nous voulons connaître la paix, si nous voulons connaître le développement, la meilleure façon de faire, c'est de nous mettre ensemble derrière le président Alassane
qui fait bien déjà. Après l'ouest de la Côte d'Ivoire, le ministre Adjoumani Kobena Kwasi se rendra dans les autres régions du pays pour mettre en ordre de bataille les militants de son parti afin de faire réélire le président Alassane Ouattara en 2015. Hier, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Ils étaient des millions de fidèles dans le monde à célébrer cette fête. En Côte d'Ivoire, l'Aïd el-Kébir a été marqué par des prières et des sermons dans les mosquées. Voyons la célébration dans certaines communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays avec nos reporters. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Comme toute fête, la Tabaski est un jour de partage. À cette occasion, un festin a été initié en l'honneur de la fraternité et de l'amitié retrouvée entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'initiative est du secrétariat exécutif de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA. Nous rendons gloire à Dieu, nous disons merci de nous avoir fait grâce et nous le prions pour qu'il mette sa main sur la Côte d'Ivoire afin que dans la fraternité retrouvée, dans la solidarité, les enfants de ce pays se donnent la main pour construire la Côte d'Ivoire. La Tabaski ou la célébration d'Aïd el-Kébir est un moment de communion. Honorant la tradition de cette culture de fraternité, de partage, les premiers responsables d'Adjamé ont prié en cette journée de haute portée spirituelle avec les musulmans. Nous avons le même père qui est Abraham, ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens ou chez les bouddhistes. Donc nous devons nous donner la main pour qu'ensemble, nous prions toujours le Seigneur pour nous donner la santé. Les fidèles musulmans s'engagent à observer les valeurs de tolérance et d'amour. La communauté islamique Ahmadiyya, à l'instar des autres musulmans du monde entier, s'est souvenue du sacrifice d'Abraham à Allah pour lui témoigner sa foi. La mosquée principale d'Adjamé, 220 logements, a servi de cadre à cette célébration. Mosquée à l'entrée de laquelle on pouvait lire aisément, comme leitmotiv de cette communauté musulmane, l'amour pour tous et la haine pour personne. L'ami Abdul Pacha, le chef suprême de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, a dans son sermon recommandé à ses fidèles et aux Ivoiriens de faire comme Abraham et d'offrir ce qu'ils ont de plus cher à Dieu. À la mosquée d'Adjien, dans la commune de Cocody, la prière de 2 rakats a été officiée par le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Dans son intervention, le cheikh a demandé aux fidèles musulmans de tirer les leçons de l'acte d'Abraham. C'est pourquoi il invite les fidèles à avoir une foi inébranlable en Allah, tout en lui plaçant la confiance totale. Pour la paix et le développement de la nation ivoirienne, le cheikh Boakari Fofana exhorte les fidèles musulmans à continuer les prières. Aux dirigeants, le président du COSIM souhaite que les actions de développement engagées aboutissent pour le bonheur des populations. Des prières et bénédictions ont été faites pour éloigner définitivement la fièvre Ebola du sol ivoirien. À San Pedro, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir 70 jours après le Ramadan, à l'image de leurs coreligionnaires du monde entier. Cela s'est traduit par une prière de 2 rakats, d'un sermon et d'une immolation de bélier. Dans son adresse, l'imam Moussa Ouattara a demandé aux fidèles musulmans d'être des modèles d'Abraham en termes de piété, avant de les exhorter à la culture du pardon et de la paix. Dans la commune d'Abobo, précisément à Abobo PK18, les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski pour commémorer la soumission d'Abraham à Dieu. Les fidèles ont par la suite traduit leur soumission à Dieu en immolant un animal qui a été partagé, signe de la solidarité et de l'union entre tous les musulmans. À cette occasion, les imams Sissé Abdoulouab et Kone Suleiman ont prêché la soumission, le pardon et surtout la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Selon l'imam, cette fête s'inscrit dans la logique du respect et du pardon afin d'avoir une bonne éducation au sein des différentes communautés et mettre fin au phénomène de ces jeunes délinquants appelés les microbes. L'imam a ensuite profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État et son équipe pour le progrès et l'évolution des travaux qui se font en Côte d'Ivoire. Ce samedi 4 octobre 2014, les fidèles musulmans de la mosquée du quartier millionnaire de Yopougon, dirigés par le guide spirituel, l'imam Saïd Diabagati, ont tous respecté la tradition de la fête de la Tabaski. Tout a commencé par la prière suivie par le prêche. L'imam Saïd Diabagati a rappelé aux fidèles leur devoir envers Allah. Il lui a recommandé la crainte d'Allah et de se détourner des vices de la vie
et de la facilité qui éloigne le fidèle musulman de Dieu. Prières et ferveur religieuse sur la grande place ajustant la mosquée Koudous de Bondoukou. À l'heure du renforcement de la cohésion et de l'unité nationale prônée par guides religieux et autorités politiques de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans de la ville aux 1000 mosquées n'ont pas dérogé à la tradition. Prier ensemble et invoquer la clémence d'Allah pour une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est le sens du message du grand imam de Bondoukou, El Hadj Tibité Kalonga. Un message d'ailleurs soutenu par le préfet de région, préfet du département de Bondoukou, Germain François Goun, et le maire Kone Ilassou, mais aussi bien perçu par les fidèles, sans oublier le rite sacrificiel, l'immolation du mouton. Voilà, c'était quelques temps forts de la fête de la Tabaski célébrée hier en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le village d'Abouakakro, dans le département de Guékanou. Il est allé s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition des sites d'orpailleurs qui sévissent dans cette localité depuis plusieurs mois. Les explications avec Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans le village d'Abouakakro 2, situé dans le département de Djekanou. Objectif, s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition et de déguerpissement d'orpailleurs clandestins. Au nombre d'environ 15 000, ces orpailleurs exerçaient de façon illégale dans ce village de 1500 âmes. L'opération menée par la gendarmerie nationale a permis la démolition de plusieurs abris jonchant la voie, d'habitations précaires et plusieurs machines parties en fumée. Cette opération a duré 2 jours. Nous allons faire le travail de façon approfondie pendant 4 jours. Et ensuite, nous allons laisser le personnel sur place pour continuer le ratissage et faire en sorte que surtout le matériel qui a été utilisé pour faire ces extractions-là, ils ne puissent plus les utiliser pour aller ailleurs. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite les personnes qui occupent encore les sites d'orpaillage à les libérer. Nous lançons un appel à tous ceux qui occupent encore des sites d'orpaillage de dégager des lieux, surtout quand ils exercent dans une clandestinité. On ne leur fera plus de cadeaux. La période de prévention est passée. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, non seulement à la déguerpir, mais aussi à démolir tous les lieux qu'ils ont installés et qui constituent une menace pour l'environnement, une menace pour la sécurité et une menace pour la cohésion sociale. L'opération de sécurisation du village d'Abouakakro 2 se poursuivra afin de récupérer le matériel des orpailleurs en fuite. La Côte d'Ivoire s'est dotée en juin dernier d'un nouveau code forestier en remplacement de celui de 1965. Mais pourquoi un nouveau code? Que prévoit la nouvelle réglementation? Quelles sont les innovations? Le colonel Gwese Aïdara Lanciné, directeur des cabinets au ministère des Eaux et Forêts, répond à ces questions. Il était l'invité du magazine du dimanche présenté par Delphine Gla. Voyons juste un extrait. Désormais, nous n'avons plus le droit de couper n'importe comment des arbres sur le territoire ivoirien. Avant de le faire, quand bien même que cet arbre vous appartienne, avant de le faire, il faut solliciter l'autorisation des spécialistes que sont l'administration, qui sont dans l'administration forestière. Il faut dire que désormais, l'administration forestière des eaux et forêts n'est pas ou n'est plus le seul acteur dans le développement forestier en Côte d'Ivoire. Au terme de cette loi, nous donnons la possibilité aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, je dirais même pas la possibilité, c'est plutôt une injonction, que ces communautés puissent créer leur forêt. Nous donnons la possibilité aux individus, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques de créer leur propre forêt. Mais le ministère des Eaux et Forêts, les agents des Eaux et Forêts sont prêts à traquer tous ces individus qui n'ont cesse d'exploiter illégalement nos forêts. Les moyens juridiques sont là. Madame, permettez-moi de lancer un appel. Je voudrais dire qu'avec ce nouveau code, tous ceux qui s'adonnent encore à l'exploitation illégale, à la fraude,
au gaspillage de nos ressources forestières doivent se tenir à carreau. Parce que cette loi, non seulement elle est répressive, mais elle nous donne les moyens de notre politique. Voyons à présent comment la production du cacao se modernise avec ces 3 inventions dans le travail de production du cacao, à savoir la serpette, le cacao beach et le séchoir serre. Quel est l'intérêt? Qu'apporte-t-elle à la production de l'or brun? Réponse avec Noël Nyagno. Du partenariat entre le Conseil du café cacao et l'Ivoirien des technologies tropicales, I2T, sont nées 3 inventions majeures. La serpette, le cacao beach, le séchoir serre. Nous avons créé un microclimat susceptible dans la serre de satisfaire les besoins et le cahier des charges prescrit pour obtenir du bon cacao. Le paysan, anciennement, il veut récolter le cacao et il n'a pas la possibilité d'atteindre certaines cabosses qui sont reperchées. Il a maintenant un outil qui est d'abord durable et qui a la possibilité d'être extensible à volonté. Antérieurement, le cabossage, qui est une opération difficile, court 2 dangers. Le premier danger, c'est qu'en écabossant, on peut blesser les fèves du cacao. La même machette peut blesser les cabosseurs. Donc nous voulons réduire ces 2 cas de figure. Il s'agit avec ces outils de réduire la pénibilité du travail des producteurs. Un début de la modernisation de la production de fèves de qualité. Reste l'accueil des producteurs pour leur exploitation conséquente. Les producteurs honorés sont répartis chacun avec ces 3 outils. Alors, on peut présager une suite heureuse de ces inventions. De plus en plus de patients africains et européens vont en Tunisie pour des soins. Ce qui motive ces patients, c'est le système de santé très développé dans ce pays. Il se caractérise par l'amélioration du plateau technique et la formation du personnel de santé. Notre reporter Francis Boifo, qui revient de la Tunisie, nous explique. L'un des atouts qui différencie la Tunisie des autres pays africains aujourd'hui, c'est le système de santé public et privé. Il est basé sur l'amélioration continue des plateaux techniques, des services et de la formation des agents de santé en vue d'une bonne prise en charge des malades. Le dispositif sanitaire mis en place attire de nombreux patients à travers le monde. Selon les statistiques de 2013, plus de 400 000 patients qui sont venus en Tunisie. Il y a 80% sont des malades africains et presque 12% européens et le reste c'est de toute origine. Le développement du secteur de la santé repose pour l'essentiel sur la politique initiée par les autorités. Le ministère de la Santé est en charge de l'élaboration de tout cahier de charges pour la mise en place aussi bien d'une infrastructure sanitaire publique ou privée, pour l'acquisition d'équipements lourds pour les investisseurs tunisiens qui veulent mettre en place des cliniques de très haute gamme. D'ailleurs, les taxes sont vraiment dérisoires pour ces cliniques-là. Aussi, il y a beaucoup de privilèges fiscaux pour ces établissements-là. Le modèle tunisien de santé présenté au forum Coopération tunisio-africaine, Bâtissons l'avenir, à Yasmine Amamet, séduit les participants. On ne pouvait pas s'imaginer qu'en Afrique, on puisse trouver un plateau aussi performant. Je pense que c'est extrêmement important pour pratiquer de la médecine. J'ai été très impressionné par les installations médicales que j'ai eu à visiter. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait chercher à répercuter pour le bien-être de nos populations. À cette rencontre en Tunisie, les responsables de structures de santé ont dit leur engagement à travailler avec des partenaires africains pour sauver des vies humaines tout en développant la coopération sud-sud. La communauté internationale se mobilise pour aider les pays en proie au virus Ebola. La Sierra Leone, l'un des 3 pays africains les plus touchés et qui fait face à une pénurie de moyens logistiques, va recevoir des experts de l'ONU pour le ramassage des corps après le confinement des populations. Et je rappelle cette information avant de nous séparer. Le président de la République entame ce lundi une visite officielle de 4 jours en Corée du Sud à l'invitation de son Excellence Madame Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. La visite s'achève le 9 octobre prochain et cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays liés par une longue amitié par plus de 50 années de fructueuse coopération. Au cours
cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue coréen sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Ils procéderont à la signature d'importants accords dans le domaine économique et social. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par le rédacteur en chef David Mobio. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Kane Bakari Korobogo. Merci à vous tous de votre attention et bonne reprise de travail demain lundi.